selon moi, c'est là-dessus que les organisations devraient attaquer et devraient l'attaquer de manière vraiment à l'ensemble de leur entreprise et ça commence avec les dirigeants ici. Je crois fondamentalement que l'intelligence artificielle, son utilité principale, c'est de venir améliorer et rendre plus efficace des tâches que vous faites déjà. Si vous pouvez juste entourer ça, l'efficacité que vous allez être capable de sortir avec votre organisation risque d'être assez exceptionnelle. Donc, on est de retour sur le podcast Hypercroissance en mode discussion d'affaires et Jonathan Léveillé qui n'est pas tellement content aujourd'hui parce que je n'ai pas mon bon micro de studio. Donc, je vais faire le mieux que je peux pour essayer de vous offrir une belle qualité audio. Et lui, Jonathan, il a un bon micro et il a des bonnes idées aussi. Donc, à ce qui paraît, on t'écrit après nos enregistrements de podcast pour te parler d'IA, Jonathan, et ça donne des conférences, des tables rondes, des idées qui sont discutées. Peut-être tu pourrais nous en dire plus aujourd'hui. Oui, absolument, Antoine. On a eu la chance ensemble de discuter de l'intelligence artificielle autant ce qui se passe dans nos organisations respectives que ce qu'on voit au niveau du marché. Et j'ai eu le plaisir d'avoir un petit message de braves auditeurs qui sont continuellement à l'écoute, que je remercie d'ailleurs de m'avoir rejoint, qui m'ont invité à venir faire une table ronde, une discussion autour d'une table avec plein d'autres entrepreneurs pour discuter de cas concrets d'intelligence artificielle et non le fameux pelletage de nuages habituel qu'on voit dans les conférences et dans les discussions d'intelligence artificielle. Et j'ai trouvé ça super intéressant comme expérience à discuter avec ces gens-là. Et j'en ai ressorti 4 constats de cette discussion-là, Roundtable, et c'est ce que j'aimerais peut-être partager avec toi, Antoine, aujourd'hui. On pourra peut-être rebondir sur est-ce que ça te parle, ces 4 constats-là? Est-ce que tu vis un peu la même chose dans ton organisation? Puis je pense que ça pourrait faire du bon contenu pour les gens qui nous écoutent pour voir comment eux aussi peuvent réfléchir à ça et peut-être appliquer ça concrètement dans leur organisation. Absolument, on t'écoute, monsieur IA. Donc, premier constat de ces 4 fameux constats-là, la première chose, c'est que la majorité des entrepreneurs, c'était tous des entrepreneurs autour de la table pour mettre en contexte avec l'argent haut placé dans l'organisation. Donc, on était une vingtaine de personnes environ. Et mon premier constat, c'est qu'il y a 2 leviers vraiment au niveau de l'intelligence artificielle qu'on est tous d'accord à avoir au bout de la ligne dans nos organisations. Le premier levier, c'est vraiment les outils existants que l'on peut prendre en main ou qu'on utilise déjà à l'heure actuelle. Et ce levier-là, ce que je me rends compte en discutant avec les gens, c'est souvent on pense qu'on les utilise bien, les outils, par exemple ChatGPT, et en partageant certains cas d'utilisation entre nous, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de capacités dans ces outils-là que peut-être lesquels on pense qu'il y a. Et ça a été vraiment intéressant de partager ces cas réels-là entre nous et de voir comment chacun des entrepreneurs ou des gens d'importance autour de la table utilisait les ChatGPT de ce monde, les Anthropic, les Gemini également. Et c'est mon premier constat et ça s'applique également dans ma propre organisation. Le levier numéro 1 pour prendre l'intelligence artificielle et s'élever avec ça, mais c'est d'utiliser les outils au maximum. Et je ne pense pas je pense que la majorité des organisations, on n'est pas très bien équipés pour apprendre ces nombreuses fonctionnalités-là disponibles et à les mettre en action dans nos organisations. À partir de ça, ce que je lance comme discussion ici dans le podcast et avec toi, Antoine, bien, ce genre de conférence-là, pas conférence, mais roundtable de discussion-là, j'ai vraiment, vraiment apprécié de mon côté de voir comment les autres utilisaient ces outils-là et de parler d'IA, moi, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, j'ai offert à d'autres groupes d'affaires, si jamais ils veulent qu'on ait parlé un petit peu de cas réels d'utilisation et d'échanger en format roundtable. Je suis ouvert à ça. J'ai un peu de place dans le calendrier dans les prochaines semaines. J'en ai quelques-uns déjà bookés. Donc, c'est des gens qui nous écoutent et qu'ils ont des groupes d'affaires dans lesquels vous voulez parler concrètement d'utilisation d'outils existants, ça va me faire plaisir. N'hésitez pas à me faire signe. On pourra regarder si ça peut s'arrimer avec les calendriers. Et de notre côté, on va lancer également la fameuse cohorte 5 jours qui permet de bien prendre en main ces outils-là, un 30 à 45 minutes par jour. Qui découle tout ça de mon premier constat? Bien, le levier numéro 1, c'est d'utiliser les outils existants au marché qui coûtent quelques dollars par mois. On les utilise pas assez et souvent, quand on pense qu'on les utilise bien, bien en discutant avec d'autres gens, on se rend compte que, mon Dieu, il y a beaucoup de fonctionnalités qui ne sont pas utilisées, qu'on devrait utiliser, qu'on devrait avoir le réflexe. Donc, ma question pour toi, Antoine, as-tu déjà eu la chance, toi ou les gens dans ton organisation, de se benchmarker sur d'autres personnes et voir et de comparer les cas d'utilisation de ces fameux outils-là existants, les ChatGPT de ce monde? Benchmarker, je ne croirais pas.
J'ai moi-même audité un peu tout ce qui s'est déroulé récemment dans mes équipes sur l'utilisation de l'IA et je trouvais pas que c'était à la hauteur de ce qu'on peut faire. Puis j'ai tellement l'impression qu'on peut le surcomplexifier. Je donne un exemple très simple. Ça fait longtemps que je pensais à cette approche-là, nous, de notre côté, qu'on allait mettre en place un jour. Et là, j'ai l'impression que c'est vraiment devenu réel depuis que les modèles ont un raisonnement très avancé et qui donne énormément de valeur ajoutée à cette mémoire. Je vous donne un exemple précis. On a un client qui travaille avec nous. Donc, nous, pour situer les gens chez G7, on gère du budget média. On fait de la publicité sur Facebook. Donc, on a beaucoup de reporting à faire. Vous avez parlé dans le passé qu'on avait bâti une solution de reporting qu'on utilise beaucoup, mais au-delà de ça, souvent, on a ce qu'on a à faire, un rapport un petit peu plus d'analyse, de recommandations stratégiques qu'on fait avec les clients. Eh bien, je veux dire une chose, Jonathan, quand le client est rendu qu'il investit entre 5 et 10 000 $ par jour en publicité, c'est certain que les rapports sont un petit peu plus longs que quand tu investis 50 $ par jour en publicité. Et l'analyse et le jus de cerveau que ton client veut voir de ce que tu fais va être plus importante également pour des raisons évidentes. Le client paye plus cher, les budgets sont plus élevés, il y a plus d'argent en jeu. Bref, bon, tu comprends un petit peu le concept. Donc, on avait des rapports excessivement longs à faire avec nos équipes pour ce client spécifiquement et pour d'autres d'ailleurs. Et je parlais avec un joueur de mon équipe, je dis, parce que c'est un problème récurrent depuis 3 ans, ce rapport-là. C'est un peu une patate chaude à l'interne, on pourrait dire ainsi. Et là, on me dit, ça prend environ 3 à 4 heures à notre collègue faire ce rapport-là. Je lui dis, OK, je veux le faire pour les 3 prochaines semaines. Juste essayer de comprendre. Puis ça, je pense que j'invite les gens de notre audience à juste se rappeler une chose. Au moment où on se parle, je crois fondamentalement que l'intelligence artificielle, son utilité principale, c'est de venir améliorer et rendre plus efficace les tâches que vous faites déjà. Si vous pouvez juste entourer ça et se dire, est-ce qu'il y a quelque chose que je fais en ce moment que je pourrais faire de manière plus efficace? L'intelligence artificielle est là pour vous aider. Elle peut faire autre chose, on peut construire des trucs beaucoup plus complexes, mais si vous faites juste entourer ça, l'efficacité que vous allez être capable de sortir avec votre organisation risque d'être assez exceptionnelle. Et je me suis mis sur le rapport et j'ai travaillé avec l'intelligence artificielle pour me dire comment je peux le faire plus vite. Je suis arrivé avec une conclusion que maintenant, je suis capable de construire en 15 minutes ce rapport-là. Et ça a été un mix de plusieurs choses, des outils de mémoire qui sont assez exceptionnels, que tu peux leur bâtir littéralement des GPT par client, littéralement. Moi, c'est ce qu'on fait beaucoup en ce moment avec nos équipes à l'interne. Je donne des exemples. Si un client aime davantage un créatif ou aime moins un autre créatif, on bâtit un projet, un GPT autour de ça. Si on fait des optimisations spécifiques pour un compte, on essaye de faire un maximum d'apprentissage autour de ça, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en mixant la mémoire d'un GPT, parce que c'est l'outil qu'on utilise au moment où on se parle, mixé avec une des utilités qui est tellement pas assez utilisée, je crois, en ce moment pour le commun des mortels, c'est le prompt audio. On est capable de transformer des rapports qui nous prenaient des heures et des heures en littéralement des 15-20 minutes qui sont beaucoup plus efficaces. Et je suis convaincu qu'avec les agents qui sont en train de se construire, on va être capable de le faire encore plus vite bientôt. Donc, on ne s'est pas benchmarké, Jonathan, donc j'ai répondu longuement à ta question, mais je crois qu'en ce moment, si vous faites juste vous remettre un petit peu dans vos opérations, d'aller faire des tâches manuelles qu'on vous dit qui sont tellement longues à faire et que vous avez un intérêt, comme Jonathan et moi, sur ce que les outils d'intelligence artificielle peuvent faire pour vous, vous allez trouver des cas d'utilisation assez intéressants, assez fascinants, si vous laissez aller votre curiosité et votre imagination. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, le travail est donc plus facile maintenant. Et donc plus facile. Pourquoi le rendre complexe? Et c'est là que je vais sauter tout de suite à ma dernière conclusion, puis je reviendrai en arrière. C'est, tu viens d'illustrer exactement ce que j'ai retenu de ces différentes roundtables-là. La majorité des dirigeants sont ouverts à prendre en main l'IA, comprendre les cas d'utilisation, automatiser leurs tâches. Mais la majorité des dirigeants ont l'impression qu'ils doivent tirer leur équipe vers le haut pour répliquer ces réflexes-là, puis répliquer le résultat au final. Et c'est probablement ce que tu t'es dit toi-même, et moi-même, ça m'arrive des fois dans certains cas dans l'organisation. Je me dis, Colin, comment ça, c'est moi qu'il faut qu'il leur montre les différents cas d'utilisation de l'intelligence artificielle, ou du moins d'essayer de pousser pour que les gens développent le réflexe.
On aimerait vraiment ça que notre gang, tout le monde ait le même réflexe que qu'est-ce qu'on est en train de développer en tant que tech-savvy, dirigeant d'entreprise et fondateur d'entreprise. Et je ne sais pas si tu vis un petit peu la même chose dans ton organisation. On sent comme une urgence à dire il faut bouger, il faut avancer, il faut tester des cas, il faut prendre ça en main, il faut bien prendre en charge les outils existants, il faut se faire un roadmap de quoi d'autre qu'on peut automatiser, qu'est-ce qu'on devrait développer comme agent. Mais on a besoin de bon monde, de bonnes personnes dans l'organisation qui vont prendre le fameux flambeau puis qui vont l'amener en avant de la parade puis qui vont le pousser. Et cette fameuse réflexion-là autour de la table, tout le monde se posait la question comment je peux réussir à identifier si j'ai là ou les bonnes personnes dans l'organisation qui vont être les porteurs de flambeaux pour réussir à répertorier les cas d'utilisation de l'intelligence artificielle, éduquer les gens, leur montrer comment ça devrait fonctionner et amener ça. Et ça m'a amené à une réflexion même dans notre organisation ici qu'on est arrivé avec un petit acronyme. C'est l'acronyme COPE, C-O-P-E. Donc, les personnes qui, je pense, sont bonnes dans nos organisations doivent avoir ces 4 lettres-là, le C-O-P-E, et c'est la définition suivante. Le C, il faut qu'il soit curieux. Il faut que ça soit des gens qui se posent continuellement des questions. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est possible avec ça? Est-ce qu'on pourrait faire mieux? Est-ce qu'il y a un meilleur moyen d'aller à la prochaine étape? Donc, le C qui est curieux, le O qui est optimiste, parce qu'on a des gens que je vois qu'on confie des tâches à automatiser par l'IA, mais si on est négatif que l'IA va être capable de le faire, ça ne sera pas long qu'on va avoir une réponse que « Ah non, ça ne marche pas, le résultat n'est pas bon ». P pour passionné, il faut qu'il soit passionné de l'intelligence artificielle, donc il en mange au petit déjeuner puis pour le souper. Et E, entêté. Généralement, tous les cas que moi j'ai voulu automatiser par l'IA, si moindrement il manque une lettre pour la personne à qui j'ai confié une tâche par rapport à l'automatisation de l'IA, je me rends compte que la chance de succès d'arriver avec oui, ça fonctionne puis on peut le déployer, elle est très, très, très faible. Il peut y avoir des gens qui sont curieux, qui sont passionnés, mais s'ils sont négatifs puis ne sont pas entêtés, on n'arrivera pas à destination. Si on a des gens qui sont entêtés puis sont passionnés, mais ne sont pas curieux puis sont négatifs, on n'arrivera pas à destination. Fait qu'à date, toutes les causes que nous, on a vues même dans notre propre organisation, les porteurs de flambeau de l'intelligence artificielle à qui on peut prendre pratiquement n'importe quel défi, n'importe quelle tâche, on lance ça dans leur cours, mais ils ont ces 4 lettres-là au bout de la ligne. Donc, c'est pas juste des power users de l'intelligence artificielle, il y a un mindset qui doit venir avec, d'optimisme, d'être entêté, d'être passionné puis d'être curieux au bout de la ligne. Et généralement, c'est ce qui va faire que on va être capable de prendre un business case ou une idée potentielle d'automatiser quelque chose et d'avancer dans ce fameux cycle d'innovation-là. Ça ne veut pas dire que ça va l'amener 100% à succès, mais au moins de déblayer les premières étapes et d'avancer et de se rendre dans une zone qui est positive au final. Là. On fait une petite pause sur l'épisode en cours parce que je veux vous poser une question. Est-ce que, comme moi, les tarifs américains vous font peur? Eh bien oui, les tarifs sont maintenant à nos portes. Et on doit se retrousser les manches. On doit trouver des façons d'aller générer de la croissance malgré les bâtons qu'on se fait mettre dans les roues. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux vous parler de Hello Darwin. Hello Darwin, c'est une organisation qui vous permet d'aller chercher toutes les subventions dont vous avez le droit. Et vous savez quoi? Des subventions concernant l'exportation, il y en a des tonnes au Canada. Il y en a une nouvelle Cannes Export qui revient sur le marché et l'équipe de Hello Darwin est capable de faire tout le travail administratif pour vous. Allez vous chercher l'argent, le mettre dans votre compte en banque et vous permettre de continuer à aller chercher cette croissance ou plutôt cette hyper-croissance. Et l'équipe de Hello Darwin est un partenaire depuis très longtemps maintenant du podcast. Et la raison pour laquelle on les aime autant, c'est qu'ils sont capables de vous trouver l'argent qui va être capable de vous permettre de débloquer la prochaine étape, la prochaine croissance, la prochaine expansion de votre organisation. Allez les voir au go.hellodarwin.com/hypercroissance et obtenez 10% de rabais en travaillant avec eux. Donc, je le répète, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'Hello Darwin vous garantit littéralement qu'ils vont être capables d'aller vous chercher l'argent en subvention. Et si ça ne fonctionne pas, ils vont vous rembourser ou vous payer la différence. Donc, c'est sans risque. Allez les voir, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Ils font le travail pour vous pour aller vous chercher vos subventions et contrer ces fameux frais de douane. De retour à l'épisode en cours.
Oui, et je crois par contre que tout ça doit venir, on dit souvent culture starts at the top. La culture d'une entreprise commence par les dirigeants. J'aurais tendance à croire que c'est un peu la même chose ici au niveau de l'intelligence artificielle. Faut pas tomber dans le panneau facile de dire qu'on va tout remplacer, tout changer, tout. Il y a vraiment cette nuance-là qui est importante à faire en ce moment, qui selon moi, souvent, va être mis de l'avant et communiqué par des gens qui ne font simplement pas utiliser l'intelligence artificielle au quotidien. Il y a le paradoxe beaucoup. Les gens avec qui je parle et qui sont très, très avancés dans le déploiement de l'IA, t'en es une personne d'ailleurs, et les autres personnes autour de moi également, sont souvent celles qui arrivent avec les idées les plus fonctionnelles de manière terre à terre et efficaces qui peuvent être mises en place. Les personnes qui sont très à l'extérieur souvent parlent dans des optiques d'automatisation complète quand eux-mêmes n'ont pas joué avec toute la possibilité qui peuvent être mises de l'avant. Mais des tâches tellement simples en ce moment, selon moi, c'est là-dessus que les organisations devraient attaquer et devraient l'attaquer de manière vraiment à l'ensemble de leur entreprise. Et ça commence avec les dirigeants ici. Et je pense qu'au-delà, Jonathan, de jouer avec l'intelligence artificielle, ce qu'on doit surtout définir dans nos entreprises, c'est une communication par rapport à l'IA. Les choses vont tellement vite qu'il faut que tu sois capable d'entraîner, de former tes équipes à former des IA, on pourrait le dire ainsi, à bien être outillé et bien utiliser ça. C'est-à-dire, quelle est la communication que vous utilisez à l'interne pour parler de ça? Quelles sont les meilleures pratiques? À quelle fréquence échangez-vous dans des meilleures pratiques? Qui est responsable de mener ces rencontres-là? Parce que l'enjeu qui se passe dans beaucoup de changements, c'est que souvent l'intelligence d'une organisation par rapport à une nouveauté précise va rester très isolée dans une entreprise. Spécifiquement des organisations comme la mienne, et tu vois, c'est un petit peu un reminder que je me fais à moi-même en disant tout ça aujourd'hui, qui travaille beaucoup à distance. Et c'est là que, pour moi, au-delà de l'utilisation de l'IA, la communication qu'on fait de notre utilisation de l'IA est encore plus importante. Le nombre de fois dans les 2 dernières années où est-ce qu'on a lancé des projets qu'on trouvait donc intelligents, mais que la communication, l'exécution et l'application de ces mêmes projets-là par la suite pour la personne qui, on va dire, est le moins technologique dans notre entreprise, sachant que notre communication n'était pas bonne, au final, l'exécution et l'application de tout ça n'étaient pas mises en place. Et c'est vraiment ici, nous, qu'on essaie de travailler en ce moment, c'est de se dire, on fait des tests, on essaie de le communiquer de manière simple pour qu'ultimement, l'exécution soit également faite de manière simple. Et ça, je pense que c'est un point à garder en tête. L'utilisation, mais également la communication. Puis je donne des exemples qu'on fait chez nous que peut-être ça peut inspirer d'autres personnes. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est effectivement au niveau communication, les codes d'utilisation n'étaient pas bien transmis à toute l'équipe. Puis quand c'était transmis, ben des fois, le monde pensait que c'était plus compliqué que réellement à. Par exemple, tu parlais de Custom GPT tantôt, tout le monde a peur du mot Custom GPT, mais la réalité, là, si vous voulez programmer un Custom GPT, là, c'est pareil comme si vous asseyez un humain à côté de vous, là, puis vous lui donnez un petit peu d'instructions, puis vous écrivez ces instructions-là sur un papier. Là. C'est pas plus compliqué que ça. 5-10 minutes, c'est fait. C'est juste que les gens l'ont jamais fait, donc il y a une peur à faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Mais c'est pas envoyer un humain sur la Lune là, de créer un Custom GPT. C'est comme donner quelques instructions à un nouvel employé qui venait de rentrer dans l'organisation. Donc, par exemple, ce qu'on fait, on a cette semaine 2 midis où notre petit SWAT Team AI, nos gens qu'on a identifiés qu'ils ont les 4 lettres, curieux, optimistes, passionnés et entêtés au niveau de l'intelligence artificielle, vont pendant 2 dîners exposer des cas d'utilisation qu'ils ont répertoriés dans l'organisation, mais venir en même temps donner un peu d'éducation sur les différentes fonctionnalités puis les différentes angles dans lesquels on devrait utiliser un chat GPT de ce monde. Et par exemple, souvent, ce que je me rends compte quand je parle avec d'autres personnes, la majorité des gens ne savent pas c'est quoi la différence entre utiliser ChatGPT 4o versus O3. Et il y a vraiment une énorme différence de résultats entre un et l'autre. Et souvent, les gens ne savent pas c'est quoi un deep research non plus, qu'il y a une énorme différence dans certains cas d'utilisation. Si vous avez les 4 lettres COPE, il y a bonne chance que vous sachiez déjà c'est quoi. Si vous ne savez pas c'est quoi, faites-nous signe. On va vous envoyer des petites vidéos là-dessus ou des podcasts, mais
juste ces petits morceaux de connaissances-là qui peuvent être transmis, par exemple, pendant un dîner par vos gens qui portent le flambeau de l'IA, peut faire une grosse différence dans l'organisation. Nous, on a mis ça en place et je pense que ça va faire une grosse différence sur un certain temps, sur plusieurs semaines en intérêt composé, qu'on va avoir de partager puis communiquer justement les cas d'utilisation, mais de venir mettre au même niveau ou pratiquement au même niveau tout le monde au niveau de la connaissance des fonctionnalités, comment utiliser simplement ChatGPT. Là, on parle juste d'un outil, mais ça pourrait être plein d'autres outils autour de ça qui pourraient être transmis à l'équipe. Fait que oui, communication est très, 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 très important. C'est souvent l'endroit où on ne pousse pas assez dans nos organisations. Donc. Ben oui, puis je pense que c'est bon qu'on fasse ces podcasts-là, Jonathan, parce que pour moi, c'est un petit peu une genre de thérapie du nombre d'erreurs que nous, on fait, puis peut-être également du nombre d'erreurs puis d'apprentissage que vous faites ici pour que les gens, par la suite, soient capables de mieux le faire de leur côté. Et tu parlais de Custom GPT, mais un truc encore plus simple, même un projet. Il n'y avait pas ça sur... Non, mais c'est vrai, ça, tu vois, c'est le truc le plus simple. Il y a beaucoup de gens, j'imagine, qui nous écoutent, qui sont dans le service simplement parce que les mathématiques prouvent que 73% des entreprises font du service. Donc, on va partir dans l'optique qu'il y a au moins 7,3 entreprises qui nous écoutent en ce moment qui sont dans le service. Il y a des excellentes chances que quand vous êtes dans le service, vous travaillez avec des clients. Et il y a des excellentes chances que quand vous parlez avec ces clients-là, vous avez de la communication avec ces clients-là sur des choses qu'ils aiment de votre service et sur des choses qu'ils n'aiment pas de votre service. Très simple, on ne peut pas faire plus rudimentaire comme relation qu'il peut y avoir entre un prestataire et un client. Avez-vous déjà pensé de créer un projet qui s'appelle Client X et qui s'appelle Feedback reçu depuis le départ par mon client Z? Et d'intégrer chaque email que vous recevez ou chaque communication par message selon le canal de communication ou Slack et vous l'intégrer dans ce GPT pour faire en sorte que la prochaine fois que vous faites un projet pour ce client-là, que ce soit du code, du marketing, que ce soit un appel, peu importe c'est quoi que vous allez faire pour ce client-là, vous soyez capable de vous référer à ce projet-là et de dire « Je m'en vais rencontrer Jonathan Léveillé, qui a une excellente et une très belle voix mielleuse. Quelles sont les choses qu'il aime et quelles sont les choses qu'il n'aime pas? » Et juste d'avoir cette information-là, avant de commencer une rencontre ou de commencer un projet, vous allez avoir l'air donc intelligent. Et on ne peut pas être plus rudimentaire dans un cas pratique de l'intelligence artificielle ici. Mais moi, quand je parle de simplicité, je parle de ça. C'est de se dire, avant d'essayer de créer des choses qui sont plus complexes et qui vous sortent réellement de votre zone de confort et qui vous obligent à faire des investissements sur des personnes que vous n'avez peut-être pas encore dans vos entreprises, parce que soyons honnêtes, c'est pas tout le monde qui ont des équipes de dev à l'interne, comme toi, Jonathan, de juste se bâtir ces points-là, ces aides-mémoires, ces dynamiques d'optimisation, ces dynamiques d'analyse. Pour moi, c'est comme ça que je le vois, l'intelligence artificielle en ce moment, c'est d'avoir un genre de recherchiste ou un assistant virtuel 2.0 qui est capable d'avoir une mémoire sans fin. Partez dans cette optique-là, l'efficacité que vous allez trouver de ça va être assez exceptionnelle. Et je trouve ça intéressant que tu parles de la fonctionnalité projet dans ChatGPT. On a tous commencé à utiliser cet outil-là un peu sur le tard. Il n'y a personne qui nous a formés. Et là, il y a plein de nouvelles fonctionnalités qui arrivent. Pour avoir parlé avec beaucoup d'entrepreneurs dans les dernières semaines, là, c'est très, très, très rare les gens qui se sont aventurés dans cette section-là de ChatGPT qui est les projets. Et pourtant, il y a une mine d'or qui dort là. Je vous donne 2-3 exemples de comment moi j'utilise, puis je serais curieux de voir quel genre de projet que tu as de ton côté, Antoine, outre celui que tu viens de mentionner. Un des projets que moi je me suis créé, puis juste pour vous mettre en idée, un projet, là, c'est un clic, ça l'ouvre une fenêtre de ChatGPT. On peut écrire des instructions comme si on avait un petit humain là, qui est dédié pour quelque chose, puis on lui dit à chaque fois que je te parle ici, là, voici comment tu dois agir, voici les règles dans lesquelles tu dois opérer, puis c'est quoi le résultat au bout de la ligne que je m'attends. Donc, un exemple de projet que moi j'ai fait, je rencontre constamment des nouveaux prospects, des gens, des personnes d'affaires. J'ai pas beaucoup de temps pour me préparer avant les rencontres. Donc, je me suis fait un projet qui s'appelle Brief Prospect et Client et je lui ai donné comme instruction à l'intérieur de ce projet-là. Je lui ai dit, tu es simplement mon assistant marketing et vente à préparer des rencontres de prospects. Je vais te soumettre des noms d'entreprises et des noms d'entreprises. Va faire un deep research pour trouver un maximum d'informations sur les gens et les entreprises que je te soumets.
donne-moi un résumé exécutif, sors-moi les profils LinkedIn, fais-moi un historique de l'entreprise, les services à faire, les projets réalisés, les partenariats et comment on pourrait collaborer avec eux. Et donne-moi l'historique des propriétaires, des fondateurs, les nouvelles récentes. Donc, tout ça, c'est déjà enregistré dans mon projet. Et là, tout ce que j'ai à faire, je peux rentrer dans mon projet et marquer Antoine Gagné, hypercroissance. Je pèse sur le bouton et je laisse ça aller. Et 3, 4, 5 minutes plus tard, j'ai du contenu à n'en plus finir sur Antoine. Pour quand je vais le rencontrer, je vais être capable d'y dire tout ce que j'ai appris sur lui, comme si j'avais mis 2, 3 jours à chercher de l'information sur Antoine et sur son entreprise. Fait que ça, c'est un exemple de cas de projet que moi qui me sauve énormément de temps. J'utilise également l'inverse. Je rencontre souvent des gens une fois par année. Et quand je retourne avec ces personnes-là, je veux me souvenir de ce qu'on a dit la dernière fois et qu'est-ce que je voulais faire comme suivi par la suite. Donc, ce que j'ai commencé à faire, je me suis fait un projet que c'est un assistant, un adjoint virtuel, que je lui dépose mes résumés vocaux de chacune des rencontres. Donc, quand je reviens, par exemple, en voiture, j'explique c'était quoi la rencontre, qu'est-ce que je veux me souvenir et qu'est-ce que tu devrais me ressortir la prochaine fois que je te demande l'information sur cette personne-là ou cette entreprise-là. Donc, je suis capable, à partir, depuis que j'ai commencé à parler vocalement à ce projet-là, je vais pouvoir me référer devant moi d'une rencontre à l'autre, comme si je me souvenais de tous les détails qu'on a parlé un an précédemment, quand on va avoir une prochaine rencontre devant nous. Un autre exemple que j'utilise, qui est un mix de personnel et professionnel. Je ne sais pas, Antoine, si tu as le même problème, mais quand tu quittes en voyage ou à l'extérieur de chez vous, faire ses valises, c'est quand même toujours un problème d'oublier quelque chose, de dire est-ce que j'aurais dû amener quelque chose de plus? Donc, je me suis fait un projet qui est un assistant virtuel qui va aller vérifier la météo, qui va me poser une série de questions. Où est-ce que je m'en vais, dans quel contexte d'affaires, contexte de plaisir, peu importe. Et j'ai importé ma liste d'items généralement que je vais avoir, que je veux apporter. Donc, il va me dire item par item ce que je devrais prendre et mettre dans ma valise. Et là, je peux le mettre en mode audio pour qu'il puisse me dire as-tu ramassé ci, as-tu ramassé ça? Non, enlève ça. Et là, ce que j'ai commencé à faire, c'est au retour des voyages, je lui dis c'est quoi le linge, par exemple, que j'ai porté pour qu'il puisse réaliser quel linge qui me fait mettre de trop dans ma valise pour savoir les prochains voyages, de voyager de plus en plus léger. Donc, c'est comme si j'avais vraiment un assistant toujours à côté de moi qui m'aide à préparer mes valises et surtout à les optimiser de fois en fois et de ne pas, par exemple, oublier mon imperméable si jamais à San Francisco, il va y avoir de la pluie devant nous pour le prochain voyage que je vais avoir. Donc, c'est un autre exemple de cas qui me sauve beaucoup de maux de tête et qui m'évite de dépenser des calories mentales pour rien, juste à faire des valises qui n'ont pas nécessairement de valeur ajoutée et qui est super frustrant quand tu arrives à destination et qu'il te manque tes souliers de course parce que tu vas aller courir le matin pour être en forme pour le reste de la journée. Là. Non, absolument, Jonathan. Puis je pense que c'est exactement ça que les gens doivent garder en tête en ce moment, c'est l'aide mémoire. Je pense que juste d'avoir cette idée-là, si on est au début de notre utilisation concrète de l'IA, je pense que c'est ça qui vient tout changer, la mémoire. Faire en sorte qu'on soit capable d'avoir une mémoire ad vitam aeternam de n'importe quoi qui se déroule. Et par la suite, utiliser les outils qui sont à notre disposition, les projets, les GPT, pour avoir un petit peu plus d'ordre. Parce que vous n'avez pas besoin de rebâtir les mêmes prompts à chaque fois. Vous n'avez pas besoin de redonner la même information à chaque fois. La mémoire de GPT, de ChatGPT, parce que à t'écouter parler, Jonathan, j'ai l'impression qu'on utilise les mêmes outils en ce moment d'IA, va pouvoir faire ce travail pour vous, ce qui est exceptionnel. Je veux dire, s'il y a une chose, à un moment donné, qu'on n'a pas de manière infinie, c'est de la place dans notre cerveau pour s'arrêter de toutes ces choses-là et de prendre énormément de notes. Et un autre point également que je vais amener ça à l'attention de notre audience, c'est ça, on en a parlé quelques fois sur le podcast, mais ça vaut la peine de renchérir sur ce point-là. Je pense que tout le monde qui a des téléphones cellulaires a eu une expérience dans le passé excessivement de basse qualité avec Siri. Et je pense que Siri a jeté vraiment une mauvaise impression de ce que l'audio peut faire via un téléphone cellulaire. Je crois Tellement. Il y a eu des memes qui ont été créés à savoir à quel point Siri était inutile, incompétente. Bref, ça n'avait aucun sens. L'audio en GPT, ça n'a tellement rien à voir que c'est de se dire si les gens chez Apple qui ont bâti Siri vont se faire renvoyer comme les gens chez Apple qui ont bâti qui ont bâti Apple Maps dans le passé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a un moment, Apple Maps était inutilisable. Ils ont changé l'équipe.
Apple Maps est rendu quasiment meilleur que Google Maps maintenant. Et j'ai l'impression qu'il risque d'avoir un de ces moments-là peut-être bientôt chez Apple parce que c'est quasiment une blague ce qui a été construit avec Siri comparativement, et même encore à ce jour, soyons honnêtes, comparativement à ce qu'on est capable de faire avec GPT à l'audio. Moi, juste pour donner un exemple pratique, comme je le mentionnais, beaucoup de reporting, de contenu qu'on peut donner à l'audio. Quand il y a un mot qu'il ne comprend pas, parce que soyons honnêtes, on provient d'un environnement où est-ce que l'accent québécois n'est peut-être pas tout le temps le plus clair, il te repose une question pour savoir si tu as bien dit ce mot-là. C'est pour dire à quel point que c'est intelligent ici. Et ça, je pense que c'est une autre chose que les gens, des fois, on ne se rend pas compte de la puissance de quelque chose tant que tu ne le mets pas en activité. La mémoire, c'en est un. L'audio, c'en est un qui a marqué mon attention. Deep Research, c'en est un qui a marqué mon attention. Jouer un peu, passer 20-30 minutes à juste rentrer là-dedans, les opportunités que vous allez trouver pour votre entreprise, ça va vous donner mal à la tête. Et c'est bon que tu mentionnes l'audio parce que le running gag avec ma conjointe, c'est quand je me bats avec Google Home, qui est l'équivalent de Siri, ou quand je me bats avec Alexa, parce que j'ai les deux chez nous, et je me dis, mon Dieu, je ne peux pas croire que Google, Amazon et Apple n'ont pas passé à la prochaine vitesse, alors que ça fait plus que 6, 7, 8 mois que c'est pratiquement parfait avec OpenAI ou les modèles audio là, qui sont fuelés avec les derniers systèmes, les derniers LLM. On est à des années-lumière et je pense que j'ai pas assez de doigts dans mes deux mains pour compter le nombre de fois par jour que j'ouvre une discussion audio maintenant avec ChatGPT pour qu'il puisse m'éduquer sur quelque chose ou m'aider à brainstormer sur quelque chose. C'est tellement utile, en tout cas dans mon cas, moi, dans mes souliers. Et souvent, ce que je dis aux entrepreneurs, c'est d'intégrer de l'intelligence artificielle dans votre day-to-day ou dans votre entreprise. C'est pas ça qui va faire la différence parce que ça va être comme l'Internet ou l'électricité. Un jour ou l'autre, ça va être obligatoire. Si vous ne l'avez pas, votre modèle d'affaires ne tiendra plus. Le gain que vous pouvez aller chercher, par contre, c'est de le faire avant la moyenne de votre industrie. Donc, si vous attendez dans 2, 3, 4 ans pour vous intéresser à ça, soit le modèle d'affaires va commencer à être challengé, ou 2, vous allez le faire, mais vous n'aurez pas nécessairement beaucoup plus de gains que les autres, parce que c'est ça le but d'une entreprise, c'est d'être plus efficace, d'être plus rapide, d'être plus rentable, de livrer plus de valeur aux clients au bout de la ligne. Et c'est ça, moi, je trouve vraiment excitant devant nous pour les prochains mois, prochaines années, toute la possibilité qu'il existe à portée de main de saisir au niveau de l'intelligence artificielle. Il faut juste être curieux, optimiste, passionné et entêté. Puis après ça, de réussir à amener notre gang là-dedans pour aller au prochain niveau et de se l'approprier pour pas qu'on soit les seuls porteurs de flambeaux dans nos organisations. Et c'est là qu'on est capable de passer en avant de la compétition. Mais soyez un leader dans votre entreprise. Moi, je crois que c'est très, très important parce que les changements technologiques qui se mettent en place, j'ai quand même tendance à croire, Jonathan, que ça doit vraiment venir par le haut. Parce que c'est historique ce qui est en train de se dérouler. N'ayons pas peur des mots. Je pense qu'on va regarder 2022 en 2032 comme une des années les plus marquantes de notre génération. C'est-à-dire, ça va être le début de quelque chose qui, comme tu l'as si bien mentionné, est devenu tellement ancré dans notre quotidien à travers le temps. Et quand il y a des changements historiques comme ça qui se mettent en place, il faut prendre les devants. Je voyais des gens que toi et moi, on connaît très bien, l'équipe chez Workleap, cette semaine mentionnait sur LinkedIn, et j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont dit. Ils disent, chez Workleap, on est revenu en Thunder Mode. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas l'expression Thunder Mode, il y a eu beaucoup de gags à ce sujet-là, mais essentiellement, c'est des fondateurs qui ont la main mise sur leur entreprise, hands-on dans leur entreprise et qui se remettent à diriger comme au premier jour. Et Workleap, ça fait bientôt 20 ans, 19 ans qu'ils sont en affaires. Donc, c'est pour dire à quel point l'heure est importante en ce moment avec ce qui est en train de se dérouler avec l'intelligence artificielle pour que les trois se disent, OK, on se remet les mains à la pâte comme on le faisait au début pour comprendre quelle est la prochaine itération de notre organisation. Et j'ai quand même tendance à croire qu'en ce moment, on est dans un de ces moments-là dans l'histoire où est-ce qu'on doit tous se remettre à bien comprendre les fondamentaux de notre entreprise pour savoir si, ils peuvent être améliorés, mais 2, s'ils sont en danger. Parce que si on ne comprend pas exactement où est-ce que tout ça s'en va, on peut continuer à faire des choses aujourd'hui sans innover. Quand on le sait très bien, si on utilisait l'intelligence artificielle, qu'on comprendrait très bien que d'ici 1 à 2 à 3 ans, ces choses-là n'existeront plus. Et qui d'autre que nous, fondateurs, entrepreneurs, dirigeants, va être capable de le voir
Oui, peut-être vous avez des employés qui sont formidables et tant mieux si vous en avez, mais ultimement, c'est pas leur entreprise à eux non plus, c'est-à-dire que c'est votre responsabilité. Donc, je pense que quand il y a des changements autant historiques qui se mettent en place, on a une responsabilité de se dire, est-ce que notre organisation va encore fonctionner dans son état actuel d'ici 3 ans? Si oui, comment je peux le savoir? Ou sinon, comment je peux le savoir? En utilisant les outils actuels et en me faisant ma propre prévision de ce que je suis capable de comprendre du futur. Et ça, selon moi, c'est une chose qui revient à tout dirigeant d'entreprise en ce moment. Et juste, je termine là-dessus, juste pour montrer la rapidité à laquelle ça va et l'importance de. Tu parles d'une révolution, je compare beaucoup ça à l'arrivée d'Internet dans les années 90. Ça a pris longtemps avant qu'il y ait une majorité d'entreprises qui intègrent l'Internet dans leur propre organisation et qui l'utilisent pleinement au final. On parle de plusieurs décennies. J'ai vu des statistiques ce matin du pourcentage d'entreprises aux États-Unis qui paient des licences d'OpenAI, donc généralement de ChatGPT. Antoine, on est rendu en très peu de temps. Là, ça fait 2 ans et demi environ que c'est rendu disponible en mode payant. Là. C'est rendu 38% des entreprises qui paient des licences à OpenAI présentement aux États-Unis. Et il y a à peu près un 8% qui est au niveau d'Anthropic. Donc, on est pratiquement rendu à la moitié des entreprises aux États-Unis paient des licences payantes à des entreprises pour utiliser un outil à la ChatGPT et compagnie. 3 ans, ça fait aucun sens. Si on ramène ça dans l'ère de l'Internet, ça a dû prendre à peu près un 10-12 ans pour arriver à la même rapidité de pourcentage au final. Et là, c'est à la portée de notre main pour quelques dollars. Là. Absolument. Et je pense que ça s'explique surtout par la capacité de communication qui se déroule de nos jours via les médias sociaux et tous les canaux de communication. Mais oui, c'est un bon reminder, Jonathan. Soyons à l'affût de ce qui se déroule. On ne parle pas du futur en ce moment, on parle du présent. Je pense qu'aujourd'hui, la qualité du podcast qu'on vient de faire, c'est qu'il a été simple. Nos cas pratiques ont été simples, des choses que n'importe qui peut mettre en place. Et ça, c'est aujourd'hui. Dans 3 mois, il y a des excellentes chances que Jonathan et moi, on se reparle, on dise OK, ce qu'on a dit il y a 3 mois est encore fonctionnel, mais peut aller 2 fois plus vite. Donc, on parle du présent. Mettez en place des choses au présent pour faire en sorte que dans 3 mois, vous ne soyez pas en train de mettre en place les choses que Jonathan et moi et d'autres entreprises qui sont un tout petit peu éveillées faisaient il y a 1 an. Et là, c'est là comme ça qu'on est capable de faire des gains d'efficacité dans ce qu'on fait au quotidien. C'est complet, Antoine, pour aujourd'hui? Bon, un bon podcast Sillon, on va le renommer bientôt, Jonathan, mais oui, c'est complet. Je te souhaite une bonne journée et toujours au un prochain plaisir. podcast, j'aurai une plus belle voix. À bientôt tout le monde. Bye bye. À bientôt.